Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur ostéoupgrade.com. Lien en description. Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fondamental en ostéopathie, la sécurité des manipulations. C'est vraiment la clé de la confiance. Pour ça, on s'est appuyé sur un guide vidéo et puis aussi un rapport assez détaillé. L'objectif, c'est vraiment l'excellence clinique, mais aussi éthique et juridique. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre les mécanismes qui assurent cette sécurité pour les patients. Ok, alors, déballons ça un peu. On comprend vite que la sécurité, c'est pas juste une question de technique, hein. C'est plus complexe, ça repose sur plusieurs piliers solides. C'est tout à fait ça. On parle vraiment d'un triptyque essentiel. D'abord une éthique forte, vous savez, le fameux primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Ensuite, une rigueur clinique, sans faille. Et enfin, un cadre juridique qui protège. Ce n'est vraiment pas accessoire, c'est la base de tout. Ce principe ne pas nuire, bon, ça peut paraître évident, mais concrètement, comment ça se traduit au quotidien pour un ostéopathe ? Eh bien, ça infuse vraiment toute la pratique. On le retrouve dans des codes de déontologie, par exemple ceux que proposent certaines associations professionnelles comme la FOSTEO, ou alors via des normes, comme les normes AFNOR, qui définissent des standards de qualité, de sécurité. Ça implique une obligation de diligence, en fait, de se former continuellement aussi, et surtout de toujours bien peser le bénéfice par rapport au risque pour être sûr de ne pas faire courir un danger disproportionné aux patients. Et le droit, j'imagine, vient appuyer cette démarche éthique. Exactement. Un exemple très concret, c'est l'obligation d'avoir une assurance en responsabilité civile professionnelle, la RCP. C'est obligatoire pour les libéraux depuis 2015. Et ce n'est pas juste un papier administratif, hein. C'est une vraie protection mutuelle. Le patient est couvert si jamais il y a un préjudice, et le praticien, lui, est protégé des conséquences financières si jamais une faute était reconnue. On parle bien d'une obligation de moyens, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour bien faire et pas de résultat garanti. D'ailleurs, ne pas avoir de RCP, les sanctions peuvent être lourdes. Souvent, on conseille aussi une protection juridique en plus. D'accord. Donc on a ce cadre éthique et légal bien posé. Maintenant, sur le terrain, comment le praticien s'assure au cas par cas qu'il respecte bien ce ne pas nuire ? Alors là, on arrive à l'étape clé, l'évaluation clinique. C'est absolument crucial avant toute manipulation. Ça commence par l'anamnèse, un entretien vraiment détaillé sur les antécédents, les symptômes actuels, tout ça. Et ça continue avec un examen physique rigoureux. Et l'idée maîtresse derrière ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic d'opportunité, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est même la priorité numéro 1. Avant de chercher la petite dysfonction ostéopathique à traiter, il faut d'abord identifier ce qui ne relève pas de l'ostéopathie. S'assurer que les symptômes ne cachent pas une pathologie plus grave, qui nécessite une prise en charge médicale, peut-être même urgente. C'est un filtre de sécurité indispensable. On entend parfois parler de drapeaux dans ce contexte, les flags ? Oui, c'est un système d'alerte, en quelque sorte. Les red flags, les drapeaux rouges, ce sont des signaux de danger immédiat. Par exemple, des signes neurologiques aigus, une suspicion de fracture. Là, c'est réorientation médicale directe sans hésiter. Et puis, il y a les orange flags, les drapeaux orange. Eux, ils signalent des situations qui demandent plus de prudence, une adaptation des techniques, une ostéoporose connue, une grossesse par exemple. Savoir repérer ces drapeaux et réorienter quand il le faut, ce n'est pas du tout un échec pour l'ostéopathe, au contraire, c'est un acte de responsabilité. Très clair. Abordons maintenant, si vous voulez bien, un sujet qui fait souvent couler beaucoup d'encre, le risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, qui serait lié aux manipulations du cou. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, sujet sensible, mais les données scientifiques sont en fait assez rassurantes. Le risque est considéré comme extrêmement faible. On parle d'environ 1 cas pour 1 million de manipulations cervicales, parfois même moins selon les études. Pour mettre en perspective, le risque d'avoir un problème grave avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, qu'on prend souvent pour des douleurs, est beaucoup, beaucoup plus élevé. On parle de 1 pour 1000 prescriptions à peu près. Ah oui, la différence est énorme. Mais alors, pourquoi cette crainte autour des manipulations cervicales persiste autant ? C'est là qu'il faut être précis. La recherche suggère qu'il s'agit plus d'une association que d'une causalité directe. C'est une nuance très importante. En fait, bien souvent, les personnes qui ont eu un AVC après une manipulation consultaient parce qu'elles avaient déjà des symptômes. Des douleurs au cou, très fortes, des maux de tête inhabituels, qui étaient en réalité les premiers signes d'une dissection d'artère ou d'un AVC qui commençait.
La manipulation, dans ces cas-là, n'est qu'un événement qui arrive au même moment. Le vrai danger, finalement, c'est de ne pas avoir détecté ces signes avant-coureurs pendant l'évaluation initiale. C'est un défaut de diagnostic, quoi. Et puis il faut rappeler que l'ostéopathie, ce n'est pas que les manipulations cervicales qui craquent, hein. Il y a plein d'autres approches, beaucoup plus douces, sur les fascias, les muscles. Absolument. Et même pour les techniques sur le cou, les recommandations évoluent. On cherche à minimiser les contraintes, on évite certaines combinaisons de mouvements qui pourraient être plus à risque selon les dernières données. Un dernier point qui me semble essentiel dans tout ça, le consentement du patient. Ah oui, fondamental. C'est une obligation à la fois légale et éthique. Le praticien doit donner une information qui soit claire, loyale, compréhensible, sur ce qu'il propose de faire, les bénéfices attendus, mais aussi les risques potentiels, même s'ils sont rares ou légers, comme des courbatures. Et il doit aussi parler des alternatives possibles. Le patient doit donner son accord librement, et il peut changer d'avis à tout moment, retirer son consentement. Et tout ça, il faut le noter quelque part, j'imagine, pour avoir une trace. Impérativement. C'est le rôle du dossier patient, c'est la mémoire de la consultation. Il doit contenir les détails de l'évaluation, les tests faits, les techniques utilisées, et bien sûr, la preuve que l'information a été donnée et que le consentement a été obtenu. C'est ce qui atteste de la diligence du praticien. En cas de question ou pire, de litige, c'est absolument indispensable. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Finalement, la sécurité en ostéopathie, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est vraiment le résultat d'une démarche très structurée. Il y a l'éthique forte, ne pas nuire, l'évaluation clinique super rigoureuse pour surtout pas passer à côté d'une urgence médicale, une pratique qui s'adapte, qui est transparente avec le consentement, et puis ce cadre légal protecteur avec l'assurance obligatoire. Oui, c'est ça. Et on voit que le risque principal, finalement, ce n'est peut-être pas tant la manipulation en elle-même, qui est globalement très sûre quand elle est bien indiquée et bien faite, mais plutôt la capacité du praticien à bien évaluer la situation au départ, à reconnaître les limites de son champ d'action et à savoir passer la main quand c'est nécessaire. Et d'ailleurs, ça soulève une réflexion intéressante pour finir. Comment est-ce que cet engagement très fort pour la sécurité, qui est bien documenté, basé sur l'éthique, sur la science, comment est-ce que ça peut aider à faire évoluer l'image de l'ostéopathie et peut-être à mieux définir sa place dans le parcours de soins, au-delà des débats qui se focalisent parfois un peu trop sur un risque statistique qui, on l'a vu, est en réalité très très faible. Voilà, une question à méditer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.